Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Angèle, pour l'introduction et merci beaucoup à toute l'équipe de Cheval et SHS pour cette invitation à venir présenter mon travail aujourd'hui. Donc, effectivement, comme ça a été dit, je suis doctorante en géographie aménagement à l'université Jean Moulin Lyon 3 et au laboratoire environnement ville-société sous la direction donc d'Anne Honegger et de Jean Estebanez. Et actuellement, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et ma thèse porte à la fois sur des projets qui impliquent des poules et des chevaux dans des villes françaises. Et donc aujourd'hui, évidemment, je vais plus parler de ce qui concerne les chevaux. Et donc pour introduire mon travail, je voulais repartir du point de départ, qui est une citation d'un article de Nathalie Blanc, donc d'un entretien avec Jérôme Michalon, où elle dit Je dis que l'animal est un récit, c'est vraiment ça, il fait défiler les choses, c'est une façon de mettre en scène sa vie. Quand j'entends récit, c'est une manière de dérouler le temps et du coup l'espace. Autrement dit, l'animal est une manière de se raconter l'environnement. Et c'est une citation qui m'a beaucoup marquée, puisque je travaillais déjà sur la question des animaux avant ma thèse, mais pas exactement sur les mêmes sujets. Et ce que j'ai toujours trouvé très intéressant dans les échanges, notamment avec des habitants, c'est qu'en faisant parler des animaux, on apprend beaucoup de choses sur leur parcours de vie et sur leur rapport à l'espace, ce qui m'intéresse tout particulièrement en tant que géographe. Et donc, à partir de cette citation, j'avais envie d'étudier quels sont les récits qui peuvent être faits de la ville française actuelle à partir de l'animal et d'étudier aussi les différents récits à partir de points de vue différenciés, puisque j'ai interrogé à la fois des habitants, des agents, des élus sur la manière de faire la ville, notamment avec les chevaux territoriaux. Et à cet égard, les chevaux sont tout particulièrement intéressants puisqu'effectivement, ils permettent de dérouler l'espace et le temps, notamment parce qu'il y a une longue histoire de la présence des chevaux dans des villes françaises. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont des initiatives plutôt actuelles autour des chevaux territoriaux, donc des chevaux qui rendent des missions de service public. Et dans les projets que j'ai étudiés, il s'agit de projets en traction équine qui concernent à la fois du ramassage scolaire, du ramassage des déchets, notamment des déchets recyclables et des sapins de Noël, et de l'entretien des espaces verts. Et à partir de ces éléments, je me suis aperçue qu'en fait, en échangeant autour des chevaux, on pouvait aborder une grande diversité de thématiques qui rejoignent aussi des sujets d'actualité qui relèvent à la fois de la fabrique urbaine, des modes d'habiter des citadins et des relations anthropozoologiques, ce que j'ai essayé de synthétiser sur le schéma que vous avez à l'écran. Discuter des chevaux en ville, ça permet d'aborder tout d'abord des transformations urbaines avec des enjeux autour des ambiances, de la réduction de certaines nuisances, de la réduction de la pollution, d'un certain ralentissement du rythme de vie urbain. Cela permet aussi d'aborder l'animal comme un médiateur de lien social, avec cette idée qui est qu'autour des animaux, et notamment des chevaux, les habitants peuvent discuter, et donc ce qui favoriserait un lien social qui est aujourd'hui recherché dans les aménagements des villes françaises. Mais cela questionne aussi le travail animal. Et en cela, ça rejoint des préoccupations de la filière de l'attraction animale et de la filière équine au sens large, avec justement des questionnements autour de la manière dont l'attraction équine peut s'insérer dans des villes actuelles, alors que pour une partie des habitants, elle fait plutôt référence à un passé urbain. Et enfin, cela met en lumière des difficultés ou des limites de certaines initiatives de nature en ville qui impliquent des animaux. Sur ce point-là, je reviendrai à la fin de ma présentation. Et donc, pour étudier tout cela, j'ai eu une approche par des méthodes mixtes. Donc tout d'abord, j'ai effectué des questionnaires auprès d'un échantillon représentatif en sexe et en âge de la population sur les 6 communes que j'ai étudiées. Donc ce qui représente un échantillon de 60 habitants par commune, multiplié par 6, donc une base de 360 questionnaires, plus des questionnaires qui ne rentraient pas dans ces quotas, mais qui sont évidemment très intéressants pour une approche qualitative. J'ai également fait des observations auprès de différentes initiatives. Et donc, dans le cas des chevaux, j'ai passé du temps avec les équipes hippomobiles pour observer leur travail, pour observer à la fois les lieux dans lesquels ils se déplaçaient, les gestes du travail et les échanges que cela pouvait engendrer.
Tout cela a été complété par des entretiens semi-directifs auprès des acteurs impliqués, donc à la fois des habitants, des agents, mais aussi des responsables de service, des chargés de mission et des élus, pour essayer d'avoir la vision la plus complète possible de ces projets. Et enfin, donc pour des éléments que je vous présenterai à la fin de ma présentation, je me suis aussi appuyée sur des publications issues des réseaux sociaux, de la presse, et en particulier dans le cas des débats autour de l'attraction équine, sur trois pétitions pour et contre l'utilisation des chevaux territoriaux qui permettent de mettre en lumière tous les débats qui se déroulent aujourd'hui autour de ces projets. Et donc j'ai mené cette enquête sur 6 communes dans 4 agglomérations. Ici, vous avez la présentation globale de mes terrains, mais ma présentation d'aujourd'hui, je me concentrerai sur la partie en bleu qui concerne les chevaux territoriaux. Donc je me suis intéressée aux agglomérations de Rennes, de Strasbourg, de Montpellier et de Bourg-en-Bresse. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir différentes initiatives, donc à la fois des initiatives dans des parcs, des initiatives dans des espaces plus urbains, mais aussi des initiatives de ramassage des déchets, d'entretien des espaces verts ou de ramassage scolaire. J'ai également pu observer à la fois une présence ponctuelle des chevaux, par exemple à Bourg-en-Bresse, et une présence pérenne et beaucoup plus quotidienne, par exemple à Vendargues, donc à proximité de Montpellier. J'ai aussi pu observer des projets très anciens, donc notamment à Vendargues, et des projets plus récents, avec à la fois des projets qui, a priori, ne sont pas questionnés et des projets dont la pérennité est encore questionnée aujourd'hui. Et au fil de mon terrain, j'ai aussi découvert des initiatives qui se sont arrêtées. C'est notamment le cas de 2 initiatives dans l'agglomération de Strasbourg, donc à Lampertheim et à Ilkirch-Grafenstaden, ce qui était très intéressant puisque ça m'a permis d'avoir le regard des personnes concernées sur les causes de l'arrêt et donc de mettre en lumière de façon encore plus nette les éventuelles difficultés à prendre en compte. Euh, Et donc tout cela s'insère dans un contexte de retour du cheval au travail en ville depuis les années 1990. Et donc là, je m'appuie sur un article qui a justement fait une recension des communes concernées. Donc ce qu'on voit, c'est que depuis la fin des années 1990, on a un retour de la présence du cheval en ville, avec une hausse en particulier entre 2015 et 2020. Les derniers chiffres dont je dispose montrent qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de 200 communes qui sont concernées. Et donc l'objectif, c'est à la fois de trouver des débouchés pour l'utilisation des chevaux de trait qui ne soient pas la boucherie, mais aussi pour faire la promotion de races locales et pour les communes qui les mettent en place, de proposer des initiatives qui sont présentées comme plus écologiques dans le cadre de réflexions beaucoup plus larges sur la production d'une ville durable. Et donc en effet, ce qui ressort, c'est que l'utilisation des chevaux territoriaux s'insère dans des projets de transition socio-écologique et de fabrique de la ville de demain, puisque les motivations qui sont évoquées s'inscrivent tout à fait dans ces projets-là et dans le prolongement des politiques de végétalisation qui sont souvent celles auxquelles on pense quand on pense à la nature en ville. Donc il y a des motivations écologiques, donc que ce soit la gestion des déchets, la réduction des émissions de CO2 pour les chevaux et pour les poules, la question des déchets et de la production alimentaire. Cela contribue aussi à des éléments sociaux, donc notamment en favorisant les échanges et le lien social. Et cela permet une transformation du cadre de vie avec un apaisement des ambiances urbaines. Souvent, le pas des chevaux est préféré au bruit du camion poubelle, par exemple. Et cela contribue à un ralentissement de la ville, puisqu'évidemment, le rythme de marche des chevaux n'est pas comparable avec le rythme de déplacement, en véhicule. Et tous ces éléments se retrouvent dans les échanges avec les habitants. Donc, c'est ce que vous avez sur le graphique qui reprend les réponses des habitants à la question ouverte, qu'est-ce qui vous plaît ou vous plairait dans la présence des chevaux en ville? Donc il s'agit de réponses spontanées des habitants que j'ai ensuite regroupées. Donc le premier motif, c'est la question écologique, notamment pour le transport, qui concerne presque 20% des habitants. Vient ensuite la question du lien social et du lien avec la nature, donc de la présence d'espaces verts qui est associée aux animaux.
puis du plaisir de les voir en ville, de la transformation des ambiances urbaines, et de la question de la relation qui est à la fois abordée par le plaisir de créer une relation avec les chevaux et le plaisir en particulier pour les enfants et pour les personnes âgées de côtoyer ces animaux, ce qui rejoint des éléments qui ont souvent été évoqués sur le terrain, c'est-à-dire qu'on les habitants ont souvent eu une focalisation sur l'intérêt pour les enfants et un petit peu à la marge pour les personnes âgées. En particulier, même si la formulation qui revenait souvent, c'était que c'était bien pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour tous les autres. Donc on voit une appréciation du côté des habitants pour différents motifs qui s'inscrivent parfaitement dans les préoccupations des aménagements urbains. Et du côté des gestionnaires du territoire et des élus, les chevaux ont aussi un intérêt pour ce qui concerne l'attractivité territoriale. Donc ici, vous avez l'exemple de la commune de Vendargue, qui est l'une des communes les plus connues en France pour leur service hippomobile. Donc ils ont un service hippomobile à part entière, une dizaine de chevaux en régie qui assurent notamment le ramassage scolaire, ce que vous voyez sur la photographie, et le ramassage des déchets. Et on voit que le cheval prend une place très importante dans la communication de la commune, puisque sur le logo de l'agenda 2030 que vous avez sur le support, vous voyez que le cheval, c'est un quart du logo, sachant que les autres quarts, ce sont le V, donc le symbole de la commune, le globe pour rappeler le fait que l'agenda 2030 est à l'échelle mondiale et la mention de l'agenda 2030. Donc on voit la place cruciale du cheval, ce qui se retrouve aussi sur les réseaux sociaux de la commune, qui fait de nombreuses publications à ce sujet et qui met en avant également des labels qu'ils obtiennent pour leur service hippomobile. Donc ici avec la question du label France Énergie Animale. Et tous ces éléments apparaissent aussi dans les échanges, notamment avec l'adjoint à l'hypomobilité, qui explique que la présence des chevaux permet de faire parler de la commune. Donc c'est la première citation où il dit, c'est quand même la calèche qui arrive à faire parler les gens et ce mode de transport qui fait qu'on entend parler de Vendargue. Quand on dit, oh, c'est le village où il y a le cheval, la calèche, l'école avec les chevaux. Ce qui pour lui a des conséquences concrètes, puisqu'il m'explique qu'il y a des gens qui sont venus habiter à Vendargue parce qu'il y avait la calèche pour les enfants. Dans les nouveaux arrivants cette année, à la rentrée là, chaque année, on a une réunion avec les nouveaux arrivants et il y a un couple qui est venu et qui a dit, oh c'est bien, vous savez, on est venu à Vendargue pour notre petit, il voulait venir à l'école en calèche. Donc on voit que pour les communes, au-delà des questions écologiques, on a aussi des enjeux de communication et d'attractivité territoriale qui sont importants. Euh, mais donc, au-delà de tous ces apports, ce que mes observations et mon enquête ont mis en évidence, c'est que ces projets sont aussi représentatifs de certaines limites du modèle de la bonne ville, entendue comme ville plus verte ou plus naturelle. Et donc tout d'abord, les projets avec les chevaux sont marqués par des contraintes importantes, à la fois temporelles, spatiales et financières. Donc il y a notamment des coûts importants si les chevaux sont en régie, puisque les communes doivent investir à la fois pour les chevaux, pour le matériel, pour la formation parfois de certains agents, et puis au quotidien, évidemment, pendant que les chevaux ne travaillent pas, ils ont encore besoin de s'alimenter, d'avoir des soins et d'être encadrés, ce qui sont des coûts qui diffèrent de ceux d'un camion, par exemple, qui, une fois qu'il est sur le parking, n'a plus besoin de cette attention quotidienne. Et donc, cela explique aussi qu'une partie des communes utilisent enfin, ait recours à des prestataires en régie pour justement réduire ces coûts. Et le coût des projets peut aussi être un motif d'arrêt dans certains cas, notamment lorsque les municipalités doivent faire des choix dans un contexte économique de restrictions budgétaires. Et les initiatives que j'ai observées sont aussi des initiatives qui ont une assez faible ampleur spatiale et dans les populations concernées. Donc, par exemple, à Vendargue, pour le ramassage scolaire, c'est une centaine d'enfants qui prennent la calèche chaque année. Euh, donc, ça représente une part assez faible des habitants de la commune. Euh, la calèche ne dessert en outre pas toute la commune,
pour des raisons pratiques et pour les conditions de travail des chevaux, ce que vous voyez sur le parcours du ramassage en hippobus. Et ces limites se retrouvent de manière encore plus marquée à Rennes et à Bourg-en-Bresse, puisqu'à Rennes, j'ai observé le travail d'une jument dans un parc qui est en périphérie de la commune, et la jument ne travaille pas dans l'ensemble du parc, mais dans un territoire qui est assez restreint, à des horaires très précis, ce qui explique qu'une partie des habitants m'ont dit ne pas savoir qu'il y avait un cheval au travail dans ce parc. Et cela se retrouve également à Bourg-en-Bresse, où les initiatives sont faites avec un prestataire, donc de manière très ponctuelle, ce qui sur l'année présente aussi un certain nombre de limites. Ensuite, ce qui m'a marqué sur le terrain, c'est que finalement, on fait travailler les chevaux dans la ville, mais on ne conçoit pas la ville pour prendre en compte cette question du travail. Donc, c'est ce que vous avez ici sur les photographies qui représentent les aménagements pour le ramassage scolaire hippomobile à Vendargue et qui sont les seuls aménagements que j'ai notés dans l'espace public pour le travail des chevaux. Donc vous avez une borne qui matérialise un arrêt hippomobile sur le même principe qu'un arrêt de bus. Vous voyez que dans les cas où cette borne n'est pas en dur, on la retrouve avec un petit panneau plastifié. Et la troisième photographie, c'est une place de parking réservée à la calèche devant les écoles pour que la calèche puisse se garer à proximité le soir. Et ce sont les seuls aménagements que j'ai repérés sur toutes les initiatives étudiées. Et dans d'autres cas, par exemple à Bourg-en-Bresse, le centre-ville n'est pas aménagé spécifiquement pour le travail des chevaux, voire dans certains cas, certains aménagements qui sont faits peuvent contraindre le travail et nécessiter des aménagements qui parfois compliquent un peu le travail des équipes. Et en termes d'aménagement, ce qui m'a marqué également, c'est que les lieux de vie et de soins des chevaux sont souvent en périphérie. Donc dans le cas des prestataires, ils sont à l'extérieur des villes où ils travaillent. Mais même dans les villes qui ont des chevaux en régie, on ne voit pas ou très peu les espaces où vivent les chevaux. Donc à Vendargue, il faut traverser une route très passante. Les chevaux ne sont pas du tout à proximité du centre dans lequel ils travaillent. Et à Rennes, ce que vous avez sur l'autre photographie, le cheval qui travaille au parc des Gailleuls a une écurie qui est elle-même en périphérie des locaux techniques, qui sont encore en périphérie du parc. Donc en fait, si on ne sait pas qu'il y a un cheval ici, on ne peut pas le voir et le deviner. Et pour accéder à cette écurie, même une fois qu'on rentre dans les locaux techniques, il faut encore marcher un peu. Donc finalement, les chevaux sont visibles quand ils travaillent de manière assez ponctuelle, mais tout le reste de la vie avec les chevaux est assez invisibilisé. Euh, et enfin, les derniers éléments qui posent question, notamment sur les effets de la présence des chevaux sur les ambiances urbaines, c'est le décalage entre les discours, notamment des habitants, des représentations parfois assez idéalisées et la réalité. En effet, souvent les habitants m'ont dit que la présence des chevaux et des poules contribuait à transformer l'ambiance urbaine, à en faire une ambiance un peu plus rurale, avec des représentations de la ruralité qui sont très positives et marquées par un certain nombre de bienfaits. Ils ont également mis en évidence l'idée que cela permettait un ralentissement des modes de vie, donc qui permettrait d'aller vers un modèle de la ville lente. Et c'est ce que vous retrouvez dans les verbatims à côté, où on explique que justement être avec le cheval, c'est un rythme de vie qui n'existe plus, que cela ramènerait à un autre rythme de vie, avec à la fois la lenteur et le bruit des fers. Euh, donc, ce qui permettrait à la fois de réduire le rythme de vie, mais aussi de réduire des surcharges environnementales liées notamment à la pollution. Comme on peut le voir quand on suit la calèche, souvent la calèche se retrouve prise dans la circulation, voire crée des petits bouchons à certains endroits. Et donc, il y aurait moins de pollution pour le véhicule qui est remplacé par la calèche, mais à l'échelle globale, on peut s'interroger sur l'impact écologique. Et donc, c'est la dernière citation d'une habitante qui dit que les chevaux aident, il y a moins de pollution car il n'y a pas de car, mais plus de bouchons, ce qui avance doucement et ce qui peut aussi contribuer
à tendre les relations avec certains automobilistes assez pressés. Et pour finir, donc là, le travail spécifique des chevaux en ville pose question à plusieurs titres. Donc je ne vais pas avoir l'occasion de revenir sur tous les détails, mais je voulais revenir notamment sur les questions des critiques animalistes et des critiques qui expliquent que ce sont des initiatives d'un autre temps ou des initiatives dites folkloriques, terme que j'ai eu l'occasion d'entendre sur le terrain. Euh, et donc cela ressort aussi dans les échanges avec les habitants, puisque donc à la question qu'est-ce qui vous déplaît, vous déplairait dans la présence des chevaux en ville, parmi les trois premiers motifs ressort la question, le fait que les chevaux n'ont pas leur place en ville et le risque de maltraitance et l'incompatibilité entre la vie des chevaux en ville et le bien-être animal. Et cet enjeu a été vraiment très présent dans tous les échanges avec tous les acteurs et sur les différents terrains. Et donc on voit que mettre des chevaux dans les villes, certes, ça pourrait ralentir le rythme de vie et apporter du lien social, mais ça pose aussi beaucoup de questions à tous les acteurs et aux habitants. Et ce sont donc des questions d'actualité, puisque au cours des mois d'avril et de mai 2025, on a vu dans les médias la question des chevaux territoriaux à Questembert, avec une opposition entre deux pétitions. Donc pour rappeler le contexte, même si j'imagine que vous avez vu passer ces informations, donc ces deux pétitions portent sur une commune qui fait partie des communes souvent évoquées sur le cheval territorial, puisque les chevaux y sont utilisés depuis 2010, notamment pour la collecte des déchets, pour du transport de personnes. Donc c'est une commune bretonne qui est située à proximité de Vannes. Euh, et donc cette commune, à l'image de Vendargue par exemple que j'ai étudié, avait comme spécificité d'avoir des chevaux avec une gestion en régie. Et donc une première pétition a été mise en ligne le 11 avril 2025 par Serge Buchat pour s'opposer au travail des chevaux à Questembert. Donc d'après mes derniers relevés, elle a compté presque 25 000 signatures et 316 commentaires. Et ce qui me semblait très intéressant dans ce cas, c'est qu'une autre pétition a été lancée, cette fois-ci en faveur du maintien des chevaux, ce qui permet d'avoir accès finalement aux deux discours et pas seulement au discours critique. Et donc la pétition pardon, en faveur des chevaux, elle a récolté au dernier comptage presque 22 000 signatures et presque 6 000 commentaires, ce qui est extrêmement important. Et donc, je suis repartie de ces deux pétitions pour essayer d'étudier les discours qui sont tenus sur ces initiatives. Et pour cela, j'ai mobilisé donc à la fois les argumentaires et les commentaires. Et j'ai utilisé le logiciel Iramutech, donc qui est un logiciel de textométrie qui permet de voir quels sont les termes qui reviennent le plus et comment ils sont associés. Et donc ici, vous avez l'une des figures qu'on peut produire avec Iramutech, donc un dendrogramme des mondes lexicaux pour la pétition contre les chevaux territoriaux de Questembert. Et ce qui me semblait très intéressant, c'est de voir qu'on a déjà deux classes qui sont proches, donc les classes 1 et 2 en rouge et gris, qui portent sur une opposition assez générale à l'exploitation des animaux par les humains, donc qui mobilisent des discours animalistes et antispécistes, et qui concernent presque un quart du corpus étudié. Donc on voit que la classe numéro 1 met l'accent sur une forme de respect qui est due aux autres êtres vivants, du fait de leur sensibilité et qui s'oppose à des usages présentés comme inacceptables, donc avec les termes de divertissement, maltraité. Et cela s'oppose aussi à des formes d'archaïsme, donc avec les termes moyenne et âge, qui en fait vont ensemble dans les commentaires, avec souvent la référence au fait que ce sont des pratiques du Moyen Âge. Euh, et ensuite, dans les autres classes, donc on voit qu'il y a à la fois des termes qui portent sur le fait même de signer la pétition, notamment dans la cinquième classe, et des critiques faites à la municipalité, dans la classe 4, avec les termes municipalité, mairie, politique, accompagnés de jugements importants, notamment avec les termes honte et ignoble. Et finalement, la seule classe, enfin, la classe qui porte le plus sur les oppositions au projet en tant que tel, c'est la classe 3, qui évoque à la fois l'utilisation réelle et l'utilisation supposée.
avec donc les termes touristes, utilisés, promener, calèche, et sur les conditions de travail des chevaux, des termes qui montrent qu'elles seraient inacceptables. Donc avec avec la question du bruit, de la chaleur et du cadre. Et donc dans cette classe, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, enfin, sont évoquées des pratiques qui n'ont pas forcément cours à Questembert, mais qui sont des pratiques médiatisées, notamment les promenades à vocation touristique qu'on peut voir à peu près chaque année dans les médias à New York ou en Andalousie, avec des chevaux qui s'effondrent soit du fait de la chaleur, soit du fait d'une surexploitation. Et donc on voit que dans les pétitions qui s'opposent à l'utilisation des chevaux territoriaux. Tout cet imaginaire-là est très présent et je n'ai pas le temps de le présenter aujourd'hui, mais c'est aussi un élément qui ressortait dans une pétition à Bourg-en-Bresse où on avait beaucoup de termes qui venaient critiquer ces touristes feignants qui auraient pu découvrir la ville autrement, ce qui n'était absolument pas l'objet de l'initiative qui était critiquée. Et donc à Questembert, on a aussi une pétition en faveur de la présence des chevaux, qui du coup met en évidence d'autres problématiques. Donc sur ce dendrogramme qui est un peu plus étoffé puisqu'on a 7 classes, on voit donc dans les 4 premières, donc les classes 6, 7, 2 et 3, tout ce qui est perçu comme bénéfique notamment dans les relations de travail entre les humains et les animaux. Donc les classes 6 et 7 portent en particulier sur les relations avec les chevaux. La classe 6 évoque notamment la préoccupation pour l'avenir des chevaux de trait si les projets de traction animale sont arrêtés, puisqu'ils risqueraient, donc là je cite, de disparaître ou d'être envoyés à l'abattoir, ce qui ressort avec les termes viande, boucherie. Et d'autres situations de travail sont évoquées, puisqu'on voit donc un peu plus loin la question de la vigne, de la forêt. Et la classe 7, elle rappelle l'histoire partagée avec les chevaux, donc avec des termes comme siècle, agriculture, vivre. Dans les classes 2 et 3, donc on voit le parallèle avec d'autres relations de travail, notamment avec la question des chiens de berger. Et dans les commentaires, c'est en fait la crainte que les personnes qui s'opposent au travail des chevaux s'opposent ensuite à d'autres relations de travail avec d'autres animaux. Et en opposition, donc dans la classe 3, on voit tout ce qui est perçu comme positif dans le travail avec les chevaux, donc avec l'idée que ce sont des chevaux bien traités, qu'il y a un respect, et l'idée récurrente que les chevaux de trait ont besoin de travailler pour le bien-être et sont heureux de le faire. Et donc, bien distincte de ces premières classes, on voit donc les classes 4 et 5 qui s'opposent directement à la pétition et au fait même de faire la pétition en soulignant que la démarche de la commune est bénéfique. Et la classe qui m'a intéressée tout particulièrement, c'est la classe numéro 1, donc qui est très distincte des autres, puisqu'en fonction de là où on est dans l'arborescence, on voit des proximités ou des distinctions entre les classes. Et donc on voit que celle-ci est vraiment à distance et elle porte notamment sur les personnes qui sont identifiées comme s'opposant au travail des chevaux, donc avec les termes écolo, écologiste, bobo, qui sont accusés de ne pas connaître les réalités du travail avec les chevaux et la situation à Questembert, donc avec des termes comme bêtise, débile, connaître qui est en fait dans les expressions ne pas connaître, et punitif, qui est dans l'expression écologie punitive. Et donc cette dernière classe me semblait très intéressante puisqu'en fait elle positionne des personnes aux préoccupations écologistes comme étant en opposition avec des projets de traction animale, alors que l'écologie est aussi, enfin les préoccupations écologistes sont aussi un motif pour remettre des chevaux en ville. Et donc cela montre bien la diversité des personnes qui sont rassemblées dans ce mouvement écologiste et le fait que le lien entre écologie et bien-être animal puisse être questionné. Dans certains cas, l'écologie serait en faveur du bien-être animal. Et ici, d'après les personnes qui ont commenté cette pétition, les écolos s'opposeraient à des pratiques vertueuses et qui apportent beaucoup à la commune au nom du bien-être animal. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que le bien-être est un élément central dans la perception de ces activités, avec des oppositions sur ce qui fait le bien-être des chevaux, que ce soit de ne pas travailler ou au contraire de travailler. Et on voit que la question écologique est à la fois dans les pour et les contre, avec une mise en tension entre écologisme et antispécisme.
ce qui rejoint aussi des acteurs avec d'autres échanges de la filière avec lesquels j'ai pu échanger, notamment dans des réunions dans lesquelles cette thématique revient très souvent et pour qui il y a un vrai enjeu à expliquer ce qu'ils font, les modalités du travail avec les chevaux, pour que des militants qui seraient écologistes sans être antispécistes comprennent justement leur posture, leur travail, et donc pour éviter des oppositions qui pour eux n'ont pas lieu d'être. Et donc pour terminer et prendre un peu de hauteur, je trouvais tous ces éléments très intéressants puisqu'ils rejoignent des travaux sur la nature en ville, notamment donc en tant que nature végétale, et ils rejoignent notamment des préoccupations de l'écologie politique urbaine. Et donc pour cela, je m'appuie sur le travail de Marion Ernwein, qui a travaillé sur le végétal urbain, mais dont les conclusions de l'ouvrage Les natures de la ville néolibérale ouvre des pistes de réflexion intéressantes pour étudier les animaux et notamment les chevaux en ville. Donc à la fin de son ouvrage, elle explique qu'il invite à réfléchir sur la manière dont la nature urbaine est construite par des discours, des instruments et des pratiques qui s'incarnent dans des modèles qui circulent sur ce qu'elle est. Donc quelles catégories permettent de la penser et sous quelle forme elle se matérialise et ce qu'elle est capable de faire, en l'occurrence se mettre au travail. Et je trouvais que toutes ces pistes résonnaient très bien avec l'étude également des animaux au travail en ville, puisqu'on voit que donc cette nature urbaine animale est construite notamment autour des services écosystémiques qu'elle peut apporter, notamment dans les discours des gestionnaires du territoire et des élus, avec parfois des pratiques qui sont un peu moins formalisées ou contrôlées et dans certains cas, ce qui n'est pas le cas des chevaux territoriaux, mais des acteurs qui ne sont pas toujours mis en réseau. Et donc, si on s'interroge sur ce qu'est cette nature urbaine, dans le cas des chevaux, on voit qu'il s'agit évidemment d'une nature qui est choisie, contrôlée, désirable, présentée comme bénéfique, même si cela questionne nos relations avec les chevaux qui ont des statuts dans les discours qui sont mouvants entre animaux de rente, animaux domestiques, compagnons de travail, voire presque animaux de compagnie pour certains. Et enfin, elle s'interroge sur ce que cette nature urbaine est capable de faire, ce qui là rejoint des travaux sur le travail animal et notamment les collectifs de travail interspécifiques. Euh, et donc ça rejoint les trois pistes qu'elle ouvre à la fin de son ouvrage en invitant de futures recherches à replacer le travail au cœur de l'écologie politique. Donc ici, avec les chevaux, évidemment, on est en plein cœur de cette question. Elle invite également à prendre en compte la question du corps, des subjectivités et des émotions, et donc la question affective qui ressort énormément dans les discours sur les chevaux. On voit que les relations qu'ont à la fois les agents, certains élus et les habitants avec les chevaux sont très sensibles et affectives, et donc cela invite aussi à faire des enjeux écologiques, des enjeux sensibles pour produire cette ville de demain. Et enfin, elle invite à prendre en compte les compétences des non-humains dans la ville néolibérale. Et donc là, dans le cas des chevaux, cela ouvre des pistes pour mieux prendre en compte leur agentivité et les interrelations humains-chevaux qui peuvent se tisser dans la production urbaine. Donc ensuite, j'ai mis quelques références sur lesquelles je pourrais revenir si besoin. Euh, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis d'échanger à partir de vos questions ou de vos remarques éventuelles.